Bonjour et bienvenue. Je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast Le Bonheur en question. À chaque épisode, je te parlerai du travail de Byron Katie, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou The Work, mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Bienvenue dans notre 10e épisode où nous explorons comment mieux vivre le deuil en s'aidant du travail de Byron Katie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sandrine, une amie et collègue. Elle aussi est une facilitatrice certifiée du travail de Byron Katie et elle propose des accompagnements et des stages. Aujourd'hui, elle partage avec nous son voyage intime à travers le deuil de son conjoint avec la pratique du travail comme soutien. Comme d'habitude, tu auras accès à un résumé de cet épisode sur la fiche dédiée. On en reparle à la fin. Et maintenant, je passe la parole à Sandrine. Donc, bienvenue Sandrine dans cet épisode de podcast. Bonjour Margot, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, dis-moi quelques mots sur ton parcours avec le travail de Byron Katie. Ça fait longtemps que tu es impliquée, que tu le pratiques et que tu le diffuses? Ça fait bientôt 10 ans que cette aventure a commencé, puisque c'était en juillet 2014, suite à une discussion avec une très bonne amie qui m'a parlé de ce travail et j'ai commandé tout de suite le livre de Katie, Aimer ce qui est. Et puis je suis partie quelques jours plus tard avec ce livre sous la main. Et comme la vie est généreuse, j'avais eu une situation qui m'avait vraiment remuée juste avant. Et puis, je me suis retrouvée avec ce livre et cette situation. Et j'ai écrit ma première feuille de travail à ce moment-là. Et il y a eu une espèce une révélation, en fait. C'était l'outil que j'attendais depuis des années. Et ouais, ça a été un coup de foudre, quoi. Il y avait cette situation, et puis de travailler sur cette situation, ça a créé un shift tellement rapide et radical que je me suis dit: «Bon, là, il y a un truc, on va creuser». Donc voilà, ça a commencé comme ça et j'ai bidouillé dans mon coin pendant presque 2 ans, en lisant les livres, en regardant des vidéos, beaucoup de vidéos et puis à un moment donné, j'ai eu envie de creuser un peu et puis je me suis, ouais, j'ai fait un stage et puis quelque temps après, j'ai fait la première school. Donc ce séminaire de 9 jours à l'époque, avec Katie, qui était le premier pas pour le processus de certification. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Super. Alors, quel est le sujet que tu as choisi pour cet épisode aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaiterais aborder? Eh bien, quand on a parlé de ce podcast ensemble, le premier thème qui m'est venu, c'était le deuil. Parce qu'il se trouve que j'étais confrontée à un deuil assez important. Ça va faire 3 ans dans une semaine, de mon compagnon qui est mort subitement. Voilà, on s'est dit au revoir le matin et puis à midi, il était mort. Donc il y a eu cet événement-là dans ma vie et je pense que sans le travail de Byron Katie, le deuil aurait pris une forme tout à fait différente. J'ai vraiment la sensation que le travail m'a permis d'accompagner le processus de deuil, de l'adoucir, raccourcir aussi. Donc voilà le thème que j'avais envie d'aborder avec toi. D'accord. Donc, quelque chose qui peut être extrêmement douloureux dans la vie de quelqu'un. Un sujet même un petit peu tabou. On ne sait pas toujours quoi dire à quelqu'un qui a vécu un deuil. Donc, tu dis que tu l'aurais sans doute vécu différemment si tu n'avais pas eu le travail. Alors, les questions qui me viennent à l'esprit, c'est: est-ce que tu avais déjà subi des deuils auparavant, avant de connaître le travail, et comment ça s'était passé pour comparaison? Et puis aussi, qu'est-ce qui t'a aidé
spécifiquement dans le travail? Comment est-ce que tu as abordé les choses avec le travail? J'ai eu dans ma vie un autre, deuil comme ça, d'une mort, subite et inattendue. C'était ma mère quand j'avais, 24 ans et et à l'époque, eh ben, j'avais aucun outil, hein, rien du tout dans la besace et en fait, je me suis murée dans un espèce de silence. J'étais incapable d'aborder le sujet. J'évitais, toutes les conversations qui, à un moment donné, pouvaient, en arriver à évoquer, l'existence, d'une mère. Donc ça a été très douloureux, très compliqué relationnellement parce que, ben, forcément, quand on évite toutes les conversations qui peuvent aboutir à parler de sa mère, c'est un peu compliqué. Ça a duré comme ça pendant plusieurs années, en fait, hein. Et en fait, je crois que même ce travail de deuil, de ma mère, je l'ai terminé avec le travail de Byron Katie, au final. Et bah, là, quand Yann est mort, bah, en fait, il y a tout de suite eu la possibilité de parler, de dire ce qui me traversait, de dire ce qui était vécu, la possibilité de m'écrouler. Je m'étais absolument pas permise, à la mort de ma mère. Et je crois que rien que ça, en fait, ça a changé beaucoup. Puis, en fait, cet écroulement, il a pas duré si longtemps au final. Assez rapidement, je me suis à nouveau tournée vers le travail et avec quelque chose qui pulsait à l'intérieur parce que j'avais toutes ces années de pratique du travail et que c'était là en toile de fond et aussi parce qu'il y avait toute cette, famille du travail qui était là, toute proche, que je savais toute proche, en soutien et Est-ce que tu te souviens des pensées en particulier que tu as soumises à l'investigation? Des prises de conscience que tu as faites? il me semble que la toute première que j'ai travaillée, c'était une dizaine de jours après la mort de Yann, c'était: «Je ne serai plus jamais heureuse». Et puis après, j'ai fait, peut-être 3 ou 4 feuilles de travail sur la vie, sur cette vie qui me punissait, sur cette vie qui était injuste. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte et puis aussi parce que j'étais accompagnée de facilitatrices du travail dont tu faisais partie, à ce moment-là, qui étaient habiles à repérer, toutes les pensées sous-jacentes. C'était de constater, toutes ces pensées qui s'immisçaient, qui venaient accroître la souffrance, en fait. Comme si la tristesse de l'événement était déjà pas assez difficile. En plus, il y avait tout un paquet de pensées qui venaient s'ajouter sur, ce qu'aurait dû être le passé, ce que sera le futur. Donc plein de pensées de regret, de culpabilité, de toute façon ta vie ne sera plus jamais aussi, bien, heureuse, et cetera, et cetera. Donc tout ça aussi, ça a été travaillé. Est-ce que ça, c'est un sacré fardeau, hein? Ce plus jamais, oui. Ouais, L'impression d'avoir perdu quelque chose pour toujours. oui. Ouais, bah, en fait, il y a déjà la tristesse qui est là, en soi, de perdre quelqu'un qu'on aime et puis dans cette détresse qu'on ressent, voilà, d'une sensation de perte, il y a comme une brèche qui s'ouvre et puis ça se remplit de pensées parasites, beaucoup de regrets, en fait. Il y avait aussi énormément de regrets de pas avoir fait ça, de pas avoir dit ça, de pas avoir assez profité, d'avoir râlé pour des bricoles. Donc tout ça, ça a été aussi soumis à l'investigation et puis même des voilà, refaire des feuilles de travail, sur lui, sur ces moments, en fait, où je râlais, même s'il était plus là physiquement. J'ai continué à faire des feuilles de travail sur lui et en fait, ça m'a permis aussi de voir que à chaque fois que je faisais une feuille de travail sur lui, il était encore là avec moi et à chaque fois, ça me reconnectait aussi à énormément de gratitude finalement, de tout ce qui avait été vécu et au lieu d'accroître le regret, ça me mettait en lien direct avec la gratitude de ce qu'on avait pu vivre ensemble. Oui. Et maintenant, dans ta vie, ce deuil, quelle place occupe-t-il? Je crois que je pourrais même plus utiliser le mot deuil maintenant parce que je me sens plus du tout en deuil. Disons que c'est un joli livre dans ma vie, qui avait un début et une fin, comme tous les jolis livres d'une vie. Voilà, j'y repense comme ça, en fait, comme une jolie histoire, avec, ben, comme toute histoire, hein, des moments plus ou moins doux, plus ou moins heureux, hein, parce que bon, il y a aussi ça dans le deuil, en fait, c'est que on oublie, on oublie aussi tous les moments où ça a été difficile et on a tendance à en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, j'avais tendance à vachement enjoliver la relation et je mettais de côté tout ce qui était Mmh. compliqué.
Et en fait, bah, maintenant, voilà, c'est comme si cette période de ma vie était vue dans sa totalité avec tout ce qui avait été formidable, tout ce qui avait été aussi plus difficile. Et il y a plus de regrets, il y a plus de quand je repense à Yann, c'est de la douceur, c'est de la gratitude, Et donc tu arrives à être heureuse de nouveau. oui, oui, je ne serai jamais plus heureuse. Ben, si. Et en fait, dans toute cette période de deuil aussi, avant que le livre se ferme, vraiment, il y a même eu des moments où je renouais avec cette sensation de bonheur et finalement, il y avait à nouveau une culpabilité de: «Ah, c'est trop tôt pour être heureuse, en fait». Comme si c'était pas, socialement, acceptable que, quelques mois après sa mort, je puisse déjà avoir des moments, de bonheur. Comme si le deuil se faisait trop rapidement aux yeux du monde. Donc il y a aussi eu ça à travailler, à regarder. C'était, ce que les autres pouvaient penser de moi, ce que je croyais que les autres pouvaient penser de moi. Parce que je me rétablissais peut-être un peu trop vite. Ben, Katie, quand elle parle de la mort, enfin du deuil, je l'ai entendu dire, «Dans mon monde à moi, les gens ne meurent pas, ils n'ont pas ce pouvoir». Est-ce que ça te parle, cette citation? Oui, 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 d'une certaine façon, parce que, effectivement, même si, sa présence physique n'est plus là, en fait, son souvenir est là, disponible à chaque instant, en fait. Ce que j'ai vécu avec lui est tout le temps disponible et puis Yann, c'était quelqu'un d'extrêmement, créatif, avec plein d'idées, plus loufoques les unes que les autres et en fait, je vois que tout ça perdure. Il y a une association qui s'est créée, pour faire perdurer son activité. Et ses copains, continuent de faire vivre, son élan créatif, ses idées saugrenues, et et c'est juste, magique, en fait. Il y a un autre truc, je crois aussi m'a vraiment soutenue, c'est que, Katie parle d'un exercice de médecine préventive avec le travail et en fait, moi, j'avais très, très souvent travaillé, cet énoncé qui était: «Le pire qui puisse arriver, c'est que Yann me quitte». J'avais beaucoup de peur autour de ça. Donc cet énoncé, je l'ai travaillé, peut-être une dizaine de fois, tout au long de notre relation et donc le retournement de cet énoncé, c'est: «Le meilleur qui puisse arriver, c'est que Yann me quitte» et en fait, j'ai vraiment la sensation que, du coup, au moment de sa mort, il y avait un endroit au fond de moi qui savait que, ce pire qui était en train de m'arriver, quelque part, il avait une autre facette. C'est une sensation que j'avais à ce moment-là. Et tu as découvert quelle était cette facette? Aussi, saugrenu que ça puisse paraître, moi qui avais tellement vécu dans la peur qu'il s'en aille d'une façon ou d'une autre, du coup cette peur n'était plus là. Finalement, c'était fait et toute cette tension vécue autour de cette peur a disparu. Ça, c'était un des aspects. Puis il y avait à nouveau, toute cette, possibilité, finalement de prendre mes décisions par moi-même, d'organiser mes journées, comme je voulais, d'organiser les week-ends comme je voulais, sans attendre que quelqu'un partage quelque chose avec moi, qu'on fasse ça ensemble, que ceci, que cela. Puis des petites choses qui peuvent sembler peut-être un peu choquantes, hein, mais plus de poils de rasage sur le lavabo qui me faisaient râler, plus de cachou dans l'évier, qui me faisaient râler, parfois, c'est des micro trucs auxquels on se raccroche, en fait, qui font la différence. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de vivre un deuil ou qui ne s'est pas remis d'un deuil assez ancien et qui pense que le travail de Blanchetti pourrait l'aider? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Par quel bout lui proposerais-tu de prendre la chose? Comme pour n'importe quel, thème, finalement, ce serait d'être vraiment à l'écoute de ce qu'il raconte, peut-être d'écrire un peu en écriture automatique, ce qui est en train de se vivre et puis, en fait, de là, d'aller repérer les pensées qui émergent. Moi, c'est un peu ça que j'avais fait au démarrage, hein, c'était de regarder, justement, ces «je ne serai plus jamais heureuse», de «j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça», juste d'être en observation du récit qui est là et qui réactive, quelque chose, une émotion. Voilà, moi, je sais que j'avais tout un discours autour de la vie, que je voulais que la vie soit ceci, que la vie devrait être comme ça,
que la vie était injuste, que la vie me punissait. Donc tout ça, pareil, je l'ai mis au travail, je l'ai écrit, j'ai fait des feuilles de travail sur la vie. Donc voilà, ça a été, moi, ma porte d'entrée. Je pense qu'elle peut être, similaire pour d'autres et puis pourquoi pas écrire des feuilles de travail sur la personne qui n'est plus là. Peut-être juste questionner le il ou elle n'est plus là. Ça, je trouve que c'est une excellente investigation. Et comme tu le disais, il y a un aspect préventif, hein, dans le travail ici. Au travers des accompagnements des uns et Ouais. des autres, de soi-même, on commence à faire un petit peu du ménage dans nos pensées sur les uns et les autres. Le jour où, ben, le pire arrive en quelque sorte, ça peut même être surprenant à quel point c'est facile. Pour ma part, ma mère est décédée au cours de la période covid en mai 2020 et je l'ai vécu, ça pourrait presque être choquant d'entendre ça, mais je l'ai vécu avec énormément de paix. Je n'ai pas ressenti de tristesse et au contraire, je me suis sentie plus proche d'elle que jamais et c'est encore le cas. Chaque fois que je repense à elle, j'ai l'impression qu'elle est vraiment tout près et cette mort, oui, pour moi, elle a été vécue dans la douceur. Ouais. C'était à la suite d'une opération de la hanche, donc évidemment, c'était pas une mort aussi imprévisible que celle de Yann, hein, parce qu'elle était âgée. Ceci dit, c'était les suites opératoires qui l'ont fait passer, de l'autre côté. On s'y attendait quand même pas à ce que ça se produise aussi vite Mmh. et ça n'a pas été de l'ordre du choc pour moi. Ça a été vraiment quelque chose de beaucoup plus doux et je peux voir beaucoup d'exemples, comme quoi son décès a aussi apporté. Par exemple, ça a apporté à mon beau-père, une autonomie qu'il avait jamais vécue avant. Ça nous a permis, nous, de nous rapprocher de lui parce qu'il vient souvent passer du temps à la maison pour nous aider et puis voilà, du coup, ça lui fait de la compagnie également et un petit peu comme s'il prenait une place, qu'il n'avait jamais prise avant. Enfin Mmh. bref, on peut aussi s'amuser à faire la liste de toutes les bonnes choses qui peuvent découler, d'un décès. Évidemment, sur le coup, dire ça à quelqu'un, ce serait d'une extrême violence. Ouais. Moi, j'ai vraiment la sensation que Oui, ça ne peut être réalisé que par soi-même. Comme tu le dis, si c'est, donné à quelqu'un comme ça, peut être choquant, ça peut faire un effet totalement inverse, mais c'est à voir pour soi, en fait. C'est à découvrir pour soi oui. et puis probablement que chaque expérience, de toute façon, est différente, même si elle a des similitudes. Tous les contextes sont différents. En tout cas, Sandrine, merci vraiment beaucoup pour cet échange très touchant et qui, je pense, va faire écho chez beaucoup d'entre nous parce que qui ne connaît pas un jour, un deuil? Ça fait vraiment partie de notre chemin de vie, hein. Et encore, une fois, un grand merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Je ne crois pas. Ah si, il y a quelque chose qui m'était venu là tout à l'heure. Moi, je sais que j'avais beaucoup de pensées sur mes enfants, sur le fait que mes enfants ne devaient pas me voir triste, que donc j'avais tendance à essayer parfois de retenir mes larmes et cetera devant les enfants et en fait juste, voilà, de vérifier avec votre entourage comment c'est pour eux et je vois que finalement, moi, mes enfants, ils étaient, très détendus avec ça. Ils comprenaient que j'ai des moments où je pleure, où ça soit difficile et ils en étaient pas plus affectés que ça. Ils vivaient aussi leur processus. Yann n'était pas leur père, donc ça change, aussi les circonstances. Mais peut-être aussi aller regarder, ce qui se raconte par rapport à notre entourage. Qu'est-ce qu'on croit qu'ils vont Mmh. penser, et comme je le disais au tout début, finalement, des fois, c'est juste, laisser pleurer, quoi. Juste autoriser, l'émotion à être là, tout entière. C'est peut-être, le premier pas, en fait. Voilà et puis, bah, si des personnes ont des questions, qu'elles hésitent pas à les poser. Merci Sandrine. Bah, merci Margot. Et voilà, notre exploration d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que cette conversation avec Sandrine t'a apporté la perspective d'un réconfort dans le processus du deuil. Comme d'habitude, tu trouveras la fiche de l'épisode d'aujourd'hui ainsi que la feuille de travail Jugez votre prochain sur notre site lebonheurenquestion.fr sur la page podcast. Un grand merci à Sandrine que vous pouvez contacter au travers de son site lesateliers de l'instant.fr. À la semaine prochaine.